Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Leïla et je travaille pour Karuna Setchen, l'association fondée par Mathieu Ricard. Comme vous le savez sûrement, nous vous proposons ce mois-ci de mettre l'altruisme au cœur du débat, avec 3 échanges inspirants sur les thématiques parfois, même souvent, absentes des médias. Aujourd'hui, nous allons parler de l'extrême pauvreté. Selon le nouveau rapport d'Oxfam, depuis le début de la pandémie, la fortune des 10 hommes les plus riches au monde a doublé. L'augmentation des inégalités économiques, de race et de genre, ainsi que les inégalités entre pays, fragmentent notre monde. Ces inégalités accentuent la pauvreté, se traduisant par des manques de ressources, mais aussi par la famine, la malnutrition, l'accès limité à l'éducation et aux services de base. Cela renforce les phénomènes de discrimination sociale, l'exclusion, ainsi que le manque de participation dans les prises de décision. En Inde comme au Népal, Karuna s'engage pour briser le cycle de la pauvreté et permettre à des femmes, des hommes et des enfants d'avoir un meilleur accès à l'éducation, la santé, la bonne nutrition et à des opportunités économiques. Pour nous soutenir et agir avec nous, vous pouvez faire un don. Pourtant, nous ne pouvons pas surmonter l'extrême pauvreté, qui existe aussi en Europe, sans des efforts communs. Quelles sont les pistes d'action, individuelles et collectives, qui pourront nous mener vers une solution durable et juste pour tous ? Pour répondre à nos interrogations, je vous propose de découvrir un échange avec 2 personnalités engagées dans la lutte contre l'extrême pauvreté, Xavier Emmanuelli et Mathieu Ricard. Xavier Emmanuelli est cofondateur de l'association humanitaire Médecins sans frontières. Engagé tout au long de son parcours à la lutte contre la pauvreté, il a encouragé l'accès aux soins pour les plus défavorisés et a œuvré auprès de détenus, de sans-abri ou encore de personnes en situation de détresse humanitaire. En 1993, il fonde le SAMU social de Paris. Son dernier ouvrage, paru en 2021 et coécrit avec Boris Cyrulnik, est intitulé « Se reconstruire dans un monde meilleur ». Mathieu Ricard est un moine bouddhiste français, écrivain, photographe, scientifique et humanitaire. Dans les années 1970, il a quitté une carrière scientifique à l'Institut Pasteur pour vivre dans l'Himalaya et apprendre le bouddhisme tibétain. Il est aujourd'hui l'interprète français du Dalai Lama, ainsi qu'un auteur et conférencier renommé sur le thème de l'altruisme. Je vous propose dès maintenant de découvrir les échanges entre Mathieu Ricard et Xavier Emmanuelli sur le thème de l'extrême pauvreté. Alors, mon cher Xavier, honneur, préséance aux anciens. Alors, commence à nous inspirer par des paroles dans ces temps si difficiles. On a tellement besoin de solidarité, en même temps, c'est tellement difficile de la mettre suffisamment en application. On a l'impression qu'on bute sur des limites à tout point de vue, planétaire, social, je dirais stratégique, militaire, enfin tout. On a un sentiment d'impuissance face aux inégalités qui vont croissantes, à la pauvreté, que ce sont toujours les plus démunis qui souffrent le plus. Et puis, il y a de la solidarité, mais jusqu'à quel point on peut y arriver à la mobiliser? Alors, éclaire-nous de tes bonnes paroles. Mes paroles, c'est que, en y pensant, je me dis que dans les sociétés traditionnelles, il n'y a pas si longtemps, quand on était encore dépendant de l'agriculture, de l'élevage, le monde, en général, a connu des famines et le monde a eu faim. Et c'est pour ça que l'abondance qu'on connaît, en tout cas dans les supermarchés, partout, on voit ces cornes d'abondance de marchandises diverses et de nourriture. En fait, c'est une réaction à la vieille faim du monde, la faim. Et je crois on a toujours peur, on a toujours, dans notre inconscient, peur de manquer de nourriture. Il y a eu des grandes famines dans tous les pays, dans tous les continents. C'est la première chose à laquelle on pense, c'est en cas de crise, en cas de coup dur, comment je vais manger, comment je vais nourrir ma famille. Et c'est dans notre inconscient collectif la pauvreté en nourriture et la famine. Et donc, le monde n'a pas encore compris qu'on devait être tous solidaires. Et pourtant, comme on disait, chaque fois que meurt un homme, c'est une perte définitive, puisqu'on a été à la fois
un être unique. Il n'y a jamais eu deux exemplaires d'hommes qui se ressemblaient au cours de l'histoire. Chaque homme est un exemplaire unique et chaque homme appartient, c'est une créature multiple qu'est l'humanité. Donc c'est un paradoxe entre l'être unique et l'être multiple de l'humanité. On fait partie des deux, en fait. Et la pauvreté, c'est qu'on n'a pas bien compris notre solidarité. C'est qu'on n'a pas bien compris qu'on dépendait les uns des autres pour l'immense créature humaine que nous représentons, la créature multiple de l'humanité. Et il faut retrouver, et en tout cas rechercher cette appartenance à cette créature incroyable qu'est l'humanité. Ça, c'est des généralités. Mais chacun se sent une partie de tous les autres. Je m'étais fait la réflexion, par exemple, quand il y a quelqu'un qui est en danger dans la montagne, on sait qu'il est en extrême danger de mort, tout le monde trouve tout à fait normal qu'on mette en route les sauveteurs, les CRS, les hélicoptères, malgré le danger, parce qu'un homme en danger de mort est l'ambassadeur de tous les hommes. Et ça, on le sait que dans les moments tragiques. Dans le reste du temps, chacun s'occupe de ses petites affaires et on ne regarde pas la portée de notre appartenance avec tous les autres. Voilà dans quelle mesure on est forcément solidaire et qu'on doit rechercher cette solidarité. On est inéluctablement liés les uns aux autres. On fait partie de la même humanité. La solidarité, ça ne se commande pas, ça se sent. On est solidaires les uns des autres. Et la pauvreté, ça ne devrait même pas exister. C'est vrai qu'à proximité, quand on voit son voisin qui crève de faim, on a envie de lui porter quelque chose. Regardez, en ce moment avec l'Ukraine, tout le monde, évidemment matraqué par les médias, bien sûr, tout le monde a envie de porter secours. D'accord, mais c'est un secours un petit peu mis en scène. Mais on se sent mal quand l'autre souffre. Mais il faudrait le mettre d'actualité, jour après jour, tout le temps. C'est très difficile, alors qu'on n'a pas d'image, parce qu'on n'a pas de représentation. L'autre est une abstraction, en somme. Comment rendre vivant ça, notre lien avec l'autre? On ne voit pas. C'est précisément toute une culture qu'il faut redémarrer. Je suis solidaire, je suis malheureux parce que mon voisin est malheureux, parce que mon voisin peut avoir faim, parce que mon voisin est à l'abandon. On a tous cette tendance de tendre la main, mais on ne se la représente pas. Voilà en tout cas mon idée. Merci Xavier, merci, merci. Puis on sait que dans ton cas, c'est basé sur une vie entière consacrée à soulager la difficulté, la misère des autres. En fait, comme tu disais, ça remonte très loin, ce besoin de mettre de côté des provisions pour vivre. Parce qu'on a passé plus de 95% de notre histoire humaine comme chasseurs-cueilleurs. Donc, c'était des petits groupes d'une vingtaine, de cinquantaine de personnes qui vivaient au jour le jour. Ils n'avaient de possession que ce qu'ils pouvaient emporter sur leur dos. Et ça a duré jusqu'il y a environ 10 000 ans, 12 000 ans, quand le climat est devenu particulièrement stable jusqu'à aujourd'hui, avec ce qu'on appelle l'Holocène, qui a permis la sédentarisation, l'agriculture, l'élevage, et qui a fait que de 5 millions d'êtres humains il y a 12 000 ans, on est devenu 7 milliards. Donc c'est incroyable ce développement. Mais chez chasseurs-cueilleurs, si quelqu'un ne coopérait pas, il était mort en gros. Donc tout était partagé. Il n'y avait pas les bons chasseurs, les mauvais chasseurs, et les bons gardaient plus de butin. C'était naturel, automatique. Il n'était même pas question de ne pas partager entièrement ce qu'on avait. Mais évidemment, c'est la même tribu, tout le monde se connaissait, c'est une petite communauté. Il y avait suffisamment de place, il y avait plus de danger à cause des prédateurs que d'autres tribus. Et après, quand la population humaine a considérablement augmenté, ils ont commencé à accumuler des biens. Donc, c'est qu'il y avait plus de biens, avait plus de pouvoir. Il y a eu des chefs, des hiérarchies, des guerres parce qu'il fallait aller conquérir les richesses du voisin. Et donc, ça a beaucoup changé l'atmosphère. Mais en gros, cette idée qu'on a besoin de trouver ce dont nous avons besoin pour nous nourrir, effectivement, est quelque chose d'atavique et d'instinctif. D'ailleurs, c'est ce qui donne lieu à l'obésité, c'est de manger beaucoup plus que ce qu'on a besoin par sorte de goût, des choses riches, à savoir le sucre, etc., etc.
Et en même temps, il y a aussi ce phénomène de distance, c'est-à-dire qu'auparavant, on connaissait nos voisins, notre propre tribu, et puis les quelques tribus voisines. On avait des rapports plus ou moins bons, parfois il y avait des mariages, mais on sait très bien que notre empathie est inversement proportionnelle à la distance, parce que ça devient des images abstraites. Alors on a quelques images, et l'élan incroyable de solidarité qui se passe maintenant avec les réfugiés ukrainiens est merveilleux, et on s'en dit, waouh, enfin un vrai élan de solidarité, ou même des pays qui étaient assez fermés comme la Pologne ouvrent leurs portes. Mais en même temps, beaucoup plus loin, à Madagascar, il n'a pas plu depuis 4 ans, il y a une famine absolument terrible. En Afghanistan, on se dit, bon, ils font la guerre depuis 50 ans, ce n'est pas notre affaire. N'empêche qu'il peut y avoir plusieurs millions de personnes qui vont mourir de faim. Et la distance fait que on n'est pas, ça ne nous touche pas. Donc on a un manque d'imagination sur le sort de l'autre. Et ce qui rend la solidarité d'autant plus difficile parce qu'elle est plus facile quand elle est émotionnelle. Et pour l'étendre, comme tu dis, à l'ensemble de l'humanité, de voir notre humanité commune, le fait que notre sort est lié, et c'est le cas de l'environnement, c'est le cas d'établir un peu de paix dans le monde, tout ça est intimement lié, c'est le cas des épidémies, nous travailler ensemble. Pour avoir ce sentiment d'une humanité commune, il faut effectivement se représenter l'autre. Et là, il faut faire un effort cognitif parce qu'on ne les a pas sous les yeux, mais il faut se dire, tout comme moi, ils ne souhaitent pas souffrir, c'est évident. Donc, c'est l'aspiration la plus légitime et la plus spontanée et la plus instinctive, non seulement des êtres humains, mais aussi de toutes les espèces qui ressentent la douleur et qui essaient d'échapper à la douleur. Et de ce fait, ce n'est pas compliqué de se mettre dans la place de l'esprit de quelqu'un d'autre, que personne ne souhaite souffrir, et que c'est légitime d'essayer d'échapper à la souffrance de la façon la plus possible. Alors, c'est vrai qu'il y a une crise du superflu. On pourrait dire que dans les pays riches, c'est la crise du luxe et du superflu qui est le problème. Quand on voit qu'un Américain moyen consomme 200 fois plus de CO2 qu'un Zambien, on se dit que cet équilibre, il est incorrect. Et donc, par contre, pour rétablir l'équilibre, ça ne se fait pas en France, ce qui est en train de se faire. Dans tous les pays de l'OCDE, les inégalités n'ont pas arrêté d'augmenter. Et puis, il y a aussi la pauvreté au sein de la richesse. Il y a quelques 7 millions de personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire en France. Donc, c'est le quart-monde qu'on connaît bien. Et ça aussi, c'est dû à une sorte, c'est les autres, ce n'est pas nous, ce n'est pas la même humanité. Donc, je crois qu'il faut vraiment mettre en œuvre la devise de Martin Luther King. Nous sommes arrivés dans des esquives différents, nous sommes tous dans le même bateau, et vraiment faire à la mesure de nos moyens. Alors évidemment, on se dit, moi, je ne peux pas tout faire, je suis dans mon coin, qu'est-ce que je peux faire pour la Madagascar, qu'est-ce que je peux faire pour l'Afghanistan? Mais malgré tout, on peut changer les institutions, il y a des réserves énormes qui ne sont pas utilisées, il y a tout ce superflu qui n'est pas utilisé, il y a des gens qui ont fait des bénéfices de milliards et de milliards et de milliards dans la crise du Covid parce qu'ils étaient dans une position telle qu'ils pouvaient récolter tout ce qui montait vers le haut. Et là, c'est sûr qu'il y a une injustice sociale, que le système ne marche pas très bien. Donc voilà, comment faire, comment essayer de remédier à tout ça. Et s'il faut une solidarité pour rétablir un équilibre entre les ressources humaines. Je suis totalement d'accord avec ça. Simplement, c'est une question peut-être d'éducation, de savoir dire, c'est vrai, en Occident, on a l'abondance, mais je prendrais le mot de Jean-Baptiste de Foucault, qui a été l'un dernier grand commissaire en France, commissaire au plan. Il disait, il faudrait peut-être apprendre l'abondance frugale. Je trouve de mettre ces deux mots qui sont contradictoires, c'est une question d'éducation, ça peut s'apprendre dès l'école. Pour des tas de raisons, d'ailleurs, de santé, d'équilibre, on peut apprendre une certaine frugalité. La deuxième chose, c'est de dire, comme la belle image de l'esquif, en ce moment, et depuis peu, on a une vision plus holistique de la planète. On dit un changement climatique, ça va concerner tout le monde. Et peut-être c'est une notion qu'il faut apprendre aux enfants. On est dans la même destinée parce qu'on appartient à la même planète et à la même aventure humaine. Donc, je pense que c'est dès l'école. Et comme les
les esprits, les psychismes des enfants sont beaucoup plus perméables à ça. Ils peuvent très bien le comprendre. La troisième chose, c'est d'apprendre le symbole. Quand on dit pauvreté, les gens sont dans la pauvreté. C'est une pauvreté de biens, c'est une pauvreté économique, mais c'est aussi une pauvreté de liens. C'est-à-dire que plus on est exclu, plus on est marginal, moins on a de ressources, de copains. Quand on est, par exemple, au chômage, ben, on ne rencontre plus les gens qu'on rencontrait habituels quand on allait au boulot, sur le trajet, dans l'autobus, ou au bistrot d'en face, ou les compagnons de travail. On, est, on a ces liens qui sont des peut-être des ressources possibles. C'est un jour où ça ne va pas, tu ne peux pas me passer 5 balles. Donc, la pauvreté économique est indissociable de la pauvreté de liens, pauvreté de biens, pauvreté de liens, qui conduit à une certaine solitude, ou en tout cas des petits regroupements de gens qui ne peuvent pas s'en sortir et seront dans le même îlot, dans le même esquif. Et il n'y aura pas de communication avec les autres. Là-dessus, je suis d'accord. C'est comment je peux me pencher sur l'autre pour ne pas dire il n'est pas fait comme moi. On a beau dire c'est mon semblable, oui, c'est mon semblable, mais c'est pas tout à fait mon pareil. Donc semblable et pareil, c'est quand même des sémantiques qui ne sont pas les mêmes. Non, c'est pas mon pareil, c'est vrai, et bien qu'on partage le même sort. Et je pense que si on veut vraiment lutter contre cette pauvreté économique, cette pauvreté de biens, cette pauvreté aussi d'aliénation, il faut, je crois que ça s'apprend. C'est des transmissions de symboles aussi, transmission de valeurs, de dire, par exemple, l'autre, il est, je suis désolé, on accueille plus volontiers, nous en Occident, les beaux enfants blonds aux yeux bleus qui viennent d'Ukraine que les petits Syriens qui sont tout bruns et cheveux crépus. Ils ne sont pas pareils exactement que moi. Mais on peut dire aussi, tiens, mais ils sont pas exactement pareils, ils sont charmants, ils sont exotiques, ils sont magiques, ils vont raconter d'autres choses que je ne connais pas, ils n'ont pas les mêmes spectacles, la même télé. Là aussi, c'est une question d'éducation. Et cette éducation ne se fait pas sur le mode religieux, elle se fait sur le mode humaniste. Par exemple, quand on avait posé un jour la question, à partir de quand on a su l'humanisation? Quand est-ce que les gens, dans le passé lointain, ont compris qu'ils étaient des hommes donc différents des... Alors on va dire, oui, c'est quand ils ont enterré leurs morts. Pas du tout. C'est quand les anthropologues, les archéologues ont trouvé un os avec un cal osseux. C'est une belle histoire, elle m'a frappé, moi. Ça veut dire que cet homme avait une fracture du fémur, il ne pouvait pas marcher. On l'a gardé jusqu'à ce que son os se répare face à un cal, et donc il avait la même valeur que ceux qui l'ont gardé. Et donc, la similitude, le semblable, a commencé à partir de là. C'est ça l'humanisation. Et je pense que ça n'est pas naturel. On ne va pas dire je vais m'occuper de mon voisin. Oui, on a de la compassion, mais je pense aussi que c'est une démarche qui s'apprend et qui se transmet. On peut transformer, et puis les enfants peuvent tout apprendre et ils ne demandent pas mieux. Je connais une histoire qu'on racontait à la maternelle deuxième classe. Il y avait une petite fille, ses parents l'ont abandonnée dans la journée, l'ont laissée, et la petite fille a été, enfin, c'était un monde nouveau. Et le soir, la maman dit, alors, ça s'est bien passé, tu étais contente? Oh, il y a une petite fille qui n'avait pas arrêté de m'embêter. Tu me la montres? Dit, c'est celle-là. C'était une petite black. Oui, tu vois, c'est celle qui a la robe rouge. Elle n'avait pas vu la couleur de la petite fille qui était pareille. Elle avait vu la robe qui était différente. Si on veut, on peut ne pas voir les différences. C'est une question de transmission. Et donc la solidarité, se sentir dans le même esquif, ça s'apprend. Je crois que ça s'apprend. Et la solidarité, c'est
d'avoir ce sentiment de fraternité, de partager le même sort. Mais bien que notre époque soit dramatique avec ces guerres, ces changements climatiques, on se sent tous concernés, on va partager la même destinée tragique, mais on va être solidaires, unis par l'adversité. Alors là, il y a aussi un élément donc, individuel, mais aussi collectif, parce que si les individus ressentent ça, mais que les institutions ne reflètent pas ça, c'est-à-dire si la notion du care, du soin d'autrui, de la considération d'autrui est laissée aux individus, on dit, ah, ça, c'est pas pour les institutions, du coup, ça s'arrête à la porte des institutions et ça ne peut pas être mis en œuvre. Il y a une philosophe qui s'appelle Fabienne Brugère qui a écrit comme quoi cette culture doit venir dans les gouvernements, dans les organisations, les bureaucraties. On lui a dit, mais non, c'est pas une question individuelle, etc. Donc, dès qu'il s'agit de cultiver l'altruisme, de donner les conditions favorables pour pouvoir être solidaire et en même temps se sentir en sécurité, de ne pas être exploité par les uns les autres, on dit ça, c'est une affaire personnelle. Alors en fait, effectivement, ça doit faire partie de la culture et la culture se reflète sur les institutions. C'est très intéressant parce que ça reflète le processus de ce qu'on appelle l'évolution des cultures, qui est un phénomène darwinien, tout comme la sélection des espèces. Mais une culture, par exemple, va être sélectionnée parce qu'elle présente un avantage à un groupe. Par exemple, le fait d'être plus coopérateur, c'est évidemment un avantage par rapport à une collection de gens qui n'arrêtent pas de se faire des croche-pattes les uns les autres, qui ne sont même pas un groupe, mais une collection d'individualistes. Et ce groupe de coopérants aura forcément un avantage. Et donc ça, après ça, ça se transmet par l'éducation, par l'éducation parentale, l'éducation dans la société. Et une fois que des gens grandissent avec ces nouvelles valeurs, comme ne serait-ce que la déclaration des droits de l'homme, le respect de l'autre, etc., quand même beaucoup changé. À ce moment-là, les gens ne sont pas tout à fait les mêmes, et les institutions qu'ils vont créer ou qu'ils vont transformer vont changer. Donc ce processus, il ne faut pas être découragé en disant seulement des individus ne peuvent rien changer, parce que quand ces individus atteignent une masse critique, les choses peuvent changer et ils peuvent changer les institutions. Donc là, vraiment, quand on se sent un peu démuni et impuissant face à cette pauvreté extrême, à ces conflits, à ces richesses, c'est là où la menace des bouleversements climatiques et le dernier rapport du GIEC qui est passé un peu inaperçu, en fait, nous dit qu'on va en fait tout droit à 3 degrés de réchauffement climatique, ce qui sera, au point de vue humain, une catastrophe indescriptible. Ça veut dire 250 millions de réfugiés climatiques. On ne se rend pas du tout compte de ce que ça veut dire. Et puis les épidémies, n'en parlons pas. Donc voilà, donc il y a cette mobilisation individuelle. On ne doit pas être découragé. Au contraire, on doit avoir toutes nos ressources. Mais ça doit se traduire par une transformation des institutions. Parce que sinon, si les gouvernements et les institutions n'entrent pas en jeu, c'est ce qui s'est passé par exemple, dans la grande famine au Bengale, en Inde, il y a assez longtemps, juste après Gandhi. En fait, il y avait des réserves de blé considérables dans d'autres États de l'Inde. Mais ça n'a pas bougé, ça n'est pas passé d'un État à l'autre. Donc, c'était un manque institutionnel de solidarité entre les différents États de l'Inde, etc. Alors, juste une petite note à propos de ce que tu disais sur l'humanisation, c'était quand on a pris soin de quelqu'un qui s'était caché la jambe. L'évolution est très économe, donc en fait, on retrouve ça en germe, même dans d'autres espèces. Et je vais, juste pour la petite histoire, te donner deux exemples d'un éléphant en Afrique dont la trompe avait été sectionnée par, je ne sais pas quoi, une tronçonneuse ou autre chose. Et donc, les éléphants, normalement, bougent beaucoup. Mais cet éléphant-là, la troupe s'est aperçue qu'il ne pouvait, avec son moignon, qui était blessé, ne manger qu'une certaine espèce végétale qui était extrêmement tendre. Et donc, tout le troupeau, voyant ça, est resté pendant des mois dans cet endroit où il y avait cette plante en abondance, plutôt que de bouger comme il le faisait normalement. Et il y a une autre histoire d'une femelle chimpanzé qui était très, très âgée, qui ne pouvait plus aller boire, et des jeunes allaient prendre de l'eau dans leurs mains et lui amener à la bouche. Donc, je veux dire, les germes sont déjà là, et fort heureusement, nous avons amené ça à un point, bien sûr, beaucoup plus grand. D'accord avec toi, mais donc c'est moins romanesque de penser que les hommes avaient acquis ça. Mais très bien, on l'avait en germe. Simplement, le scandale récent de Orpea ou de Corian, c'est-à-dire que
dans une société pragmatique, basée sur le libéralisme, sur le commerce, sur les échanges, on ne sait plus quoi faire des vieux. Donc on les range et c'est devenu une espèce de placement pour des boîtes. Et on a dit qu'il fallait 3 couches pour machin, tant de grammes de viande, tant de... Et il n'y a plus la notion de ce que c'était des gens qui avaient vécu, qui avaient apporté leur pierre à la construction de la société, ça avait totalement disparu. Bon, je pense que ça a fait un scandale, je ne sais pas si ça durera après que les médias en ont parlé un bon moment, mais je persiste à croire que c'est une question d'éducation, de transmission. Qui transmet? On ne vit pas sur 3 générations. En général, c'était les papis, les mamies qui transmettaient aux petits-enfants, en les prenant sur les genoux, en leur racontant la vie qu'ils avaient vécue, et surtout les valeurs civilisationnelles, tout ça en les entourant de bisous et de caresses pour bien faire, ou de fessées, pour faire rentrer vraiment ces souvenirs-là. Je pense qu'il nous faut des moyens qui ne soient pas seulement des jeux vidéo pour transmettre, qu'on se rende compte enfin que les valeurs de solidarité, de compassion, d'altruisme, c'est des valeurs de sensibilité, de sensualité, de vie, d'affectif, et que ça ne peut pas être remplacé. Tu dis à juste titre le care, c'est-à-dire le prendre soin. Prendre soin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut sentir, d'aller au-devant de ce qu'on peut penser de la douleur de l'autre, et pour essayer de la prévenir. Je crois vraiment que ça commence par l'éducation. Bien sûr que je crois, moi, personnellement, je ne suis pas rousseauiste, mais je crois que l'homme a tendance à s'occuper de son prochain quand il le sent en difficulté. Pourquoi? Parce que il me semble aussi que dès qu'il apparaît au monde, un enfant, il est aimé. Il est aimé et, et ça s'inscrit profondément dans son inconscient. Et du coup, toute sa vie, toutes les métamorphoses qu'il va subir, il va se rappeler de ses premiers temps de la vie où on l'aimait parce qu'il était au monde. Il va toujours réclamer, je veux être aimé, ou mieux, je veux être regardé, parce que je suis au monde. Je veux être considéré. Il y avait un grand médecin qui s'appelait Robert Debré, qui a écrit un livre dont le titre me plaît, qui s'appelait L'honneur de vivre. Mais il faut réclamer cet honneur de vivre pour tout le monde, quoi. On a l'honneur de participer à la genèse, à la transformation du monde, à, à nos relations avec l'autre. C'est quand même un privilège inimaginable d'être en relation avec les autres et avec le monde. C'est ça qu'il faut transmettre, je crois. Mais on peut aussi simplement nourrir, parce que clairement, évidemment, on peut faire des choses terribles comme des génocides ou ce qui se passe en ce moment en Ukraine, mais en même temps, en gros, on a quand même une prédisposition plus forte dès la prime enfance, et ça, ce n'est pas quelque chose qui est appris, c'est quelque chose qui est né, qui remonte d'ailleurs à l'ancêtre commun avec les grands singes, à la coopération et à apprécier les comportements altruistes de deux personnes qu'on voit. Ça a été bien montré dans des études sur les jeunes enfants de 1 à 5 ans, des chercheurs comme Tomasello et Warneken qui l'ont montré encore et encore. Donc cette prédisposition, elle est plus forte que le contraire. On peut devenir des psychopathes, on peut commettre des massacres de masse, mais en gros, en tant qu'animal social, on préfère les gens qui se comportent bien les uns avec les autres, on préfère les altruistes, et on a tendance à coopérer jusqu'à l'âge de 5 ans, presque de manière inconditionnelle. Donc, ce qu'il faut, c'est nourrir ça, ne pas faire en sorte que ça se flétrisse. Et donc, ce potentiel, il est présent. Et donc, ce n'est pas être bisounours que de dire qu'on pourrait, dans l'éducation, effectivement, à l'école, non pas faire des cours de morale où il faut faire ci, il faut faire ça, mais favoriser l'éclosion par la manière dont les choses sont enseignées, par exemple de l'apprentissage coopératif, où les enfants s'aident les uns les autres, plutôt que compétitif, où il y a les premiers de classe et puis les derniers qui sont mis au piquet. Donc tout ça, c'est un état d'esprit qui ne vise pas à inculquer de force, comme on gave des oies, l'altruisme,
mais à faire en sorte que cette prédisposition s'épanouisse et se poursuive jusqu'à l'âge adulte. Et vers l'âge de 12 ans, d'ailleurs, les enfants deviennent capables d'avoir de l'empathie pour des enfants qui sont loin d'eux, pas ceux qui sont juste en face d'eux. Ils commencent à se sentir, on leur dit, on fait une collecte pour des enfants quelque part à l'autre bout du monde, et il y a quelque chose qui se passe. Donc, cette prédisposition, elle est là. Et ce qu'il faut, c'est la nourrir comme une fleur ou une plante qu'on arrose un peu tous les jours. Et c'est là où l'éducation, à la fois parentale et dans la société, les éducateurs, les messages aussi que nous donne la société, parce que c'est vrai que des jeunes qui ont pour principal message les jeux vidéo violents ou les spectacles violents dans les médias, on sait très bien, les études à long terme ont montré que ça accroît la tendance à la violence, que c'est complètement contre-productif pour faire des bons êtres humains, aussi bien pour eux-mêmes que pour les autres. Et donc, il y a encore une fois, effectivement, une question d'éducation, de culture. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi on n'accorde pas suffisamment d'importance à ça. En bref, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, on pouvait en gros, euh, on avait des objets qu'on tenait à la main et même si on voulait faire du mal, c'était très limité. Aujourd'hui, notre pouvoir, on le voit bien, c'est augmenté des millions de fois avec l'énergie atomique, l'énergie des énergies fossiles, électriques, etc. Mais si ce pouvoir a été augmenté 1 million de fois, notre capacité à prendre soin, le care, n'a pas augmenté avec la même magnitude. On se retrouve avec des outils incroyablement puissants, mais qui peuvent tomber aux mains de psychopathes ou de dictateurs ou de groupes qui veulent faire le mal. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Risolati, qui était un neurologue italien, qui montre qu'on a des neurones miroirs, c'est-à-dire on a des facultés de reproduire ce qu'on voit. Et c'est même des neurones, non seulement de l'apprentissage, du mimétisme, mais qui c'est aussi affectif. On peut aussi reproduire les gestes, ou en tout cas les comportements, mais aussi l'affect. Et mais pour ça, pour moi, ce qui est important, c'est d'apprendre des codes. C'est des codes, par exemple le code de politesse. Ça veut rien dire. Ça veut dire quand je tends la main à quelqu'un, je vais induire, quand il va me toucher la main à son tour, qu'on va faire un petit moment privilégié de paix où on ne va pas parler d'autre chose que ce moment de diplomatie qu'on a fait par notre code. Un code de respect, il est plus vieux que moi, il a peut-être des choses à me raconter, donc je crois qu'il faut faire très attention. Par exemple, dans l'exclusion, je l'ai observé, quand on s'adresse à quelqu'un qui semble plus exclu, même quand on veut lui venir en aide, on hausse le ton, on parle un peu plus fort, comme s'il était sourd par nature. Non. Ou par exemple, où on fait des phrases plus simples, comme s'il était un peu plus crétin. Ou alors, on ne fait pas les codes traditionnels, on ne va pas le vous voyez, on ne va pas appeler monsieur, madame, on va schématiser. Non, on va mettre, il faut respecter ces codes. Et je crois que ça va avec la transmission c'est pas des bonnes manières. Je ne suis pas contre des bonnes manières, je n'ai pas dit ça, mais c'est les bisounours, c'est les Saint-Sulpiciens poussiéreux. C'est pas comme ça que ça se passe. On peut avoir des rapports humains, virils, costauds, bien marqués, en disant toi, tu as une place aussi importante que moi dans la société, mais c'est très difficile à acquérir. Tu es aussi important que moi dans la création, aussi. Et pourtant, je suis optimiste. Je suis optimiste, par exemple, c'est la première fois depuis une génération, je suis un vieil homme, moi aussi, et la souffrance animale, j'entends parler de la souffrance animale. Et quelqu'un qui maltraite son chien, son chat, ou des animaux, il y a toujours les scandales des abattoirs. Je trouve que c'est quelque chose qui monte, qui se lève, qui se lève. On s'aperçoit que la souffrance animale aussi, elle existe. C'est pas comme pensait Descartes ou Julien Lemaitre des mécaniques, au lieu d'avoir des rouages, on a des organes. Non, on partage quelque chose de vivant avec de la souffrance qu'on peut épargner
Et, ça, c'est très positif. On arrive sur les rives, hein, très loin, mais sur les rives d'autres choses. C'est ça qui me rend optimiste. Mais surtout, les codes, mettons des usages, et comme ça, on sera solidaire et à juste titre. Ben, oui, ça m'évoque ce que tu dis. Une fois, je me rappelle, on m'avait demandé de parler un peu, c'était organisé par Le Monde, je crois, un truc sur les animaux, quand j'avais fait un livre Paisible aux animaux. Et j'avais commencé en disant, qui dans la salle est en faveur de la justice et de la morale? Donc tout le monde a levé la main, qui serait contre. C'est normal. Et, et j'ai dit après, bon, alors est-il juste et moral d'infliger des souffrances non nécessaires à un être sensible? Alors une personne a levé la main, alors j'étais très intéressé par son point de vue, mais elle n'avait pas compris la question. Donc en fait, aujourd'hui, dans la plupart du cas, ces souffrances ne sont pas nécessaires. Nous pouvons très bien nous nourrir d'autres façons, à part quelques Esquimaux ou ce qui reste des chasseurs-cueilleurs ou des pêcheurs qui ne vivent que de ça à titre artisanal. On dévaste la planète par cette exploitation excessive des autres espèces, on le sait bien. La plupart des pandémies, et toi en tant que médecin, c'est aussi bien, qui ont eu les 30 dernières années, par tous les virus, que ce soit de l'Ebola, le sida, le SRAS, etc., sont Mais, venus à déséquilibre de nos relations aux autres espèces. Alors, soit les espèces sauvages, comme l'Ebola et le sida, où on va perturber les milieux naturels, soit l'élevage industriel, comme la grippe aviaire, porcine, etc. Dans tous les cas, c'est un rapport disharmonieux et déséquilibré avec d'autres espèces. Donc tout ça, ça doit être un peu remis à plat. Et juste pour citer un chiffre, parce que bon, ce n'est pas peut-être forcément l'objet du débat, mais on parlait de l'Homo sapiens, on estime environ qu'il y a eu 120 milliards d'Homo sapiens depuis qu'Homo sapiens existe, parce qu'encore une fois, il y a 10 000 ans, on était 5 millions. Et ces 120 milliards, c'est le nombre d'animaux qu'on tue tous les 2 mois, et 2 mois après 2 mois après 2 mois, pour nos soi-disant besoins. Donc là, il y a vraiment aussi un déséquilibre qui dépeuple les océans et qui participe, parce que l'appauvrissement de la biodiversité, il ne faut pas croire que c'est simplement pour les bisounours qui aiment bien les animaux, les chats et les chiens. Cet appauvrissement, c'est l'ensemble de la biosphère et les hommes en font partie. Moi, j'avais un ami qui était professeur à Harvard qui disait, on dit que l'intelligence est le propre de l'homme, mais peut-être que c'est la bêtise parce que c'est la seule espèce qui fait sciemment des choses dont elle sait plus ou moins que ça lui nuit, alors que les autres animaux, ils ne font pas des choses qui nuisent à leur intégrité physique, mentale et à leur survie. Voilà, ce n'est peut-être pas le sujet du débat, mais c'est vrai que dans un point de vue d'interdépendance, on ne peut pas ignorer les 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyens en ce monde. C'est un ensemble et que tout ça se reflète sur aussi le sort des êtres humains. c'est pour revenir au débat, un, il faut se sentir solidaire. C'est-à-dire, et malheureusement, notre société cartésienne, pour traiter des groupes, a tendance à dire l'enfance, l'adolescence, le vieillissement, et des groupes aussi de pauvres, de gens cultivés, pas cultivés. Donc, en identifiant des groupes, on s'éloigne des destins personnels des individus. Et c'est vraiment un exercice à faire. Les gens sont plutôt, dans l'ensemble, ne sont pas mauvais, dans l'ensemble. C'est plutôt quand ils sont dans des groupes que l'intérêt du groupe passe avant l'intérêt individuel. Ça fait penser une histoire, paraît-il, hein. Enfin, c'est une parabole, me semble-t-il. C'était deux séminaristes. C'est après un assaut en 1917, les jeunes Allemands et les jeunes Français s'étaient massacrés. Et ils parcouraient le champ de bataille, et il y en a un qui a dit à l'autre, qu'est-ce qu'il a fallu comme vertu pour arriver à cette catastrophe? Vertu de camaraderie, vertu de dépassement de soi, vertu de générosité pour s'entretuer. Et c'est pour ça qu'une s'entretuer de cette façon aussi sauvage, alors que c'était des braves et bons jeunes gens et qui aspiraient à la générosité. Et c'est pour ça que je pense que les rudiments doivent être appris. Il faut apporter à notre connaissance
ce que tu viens de dire, sans savoir le mal qu'on fait en dépeuplant la planète ou en faisant des élevages intensifs, ça nous retombera dessus, forcément. Le sida, ben, c'était la viande de brousse au fin fond du Cameroun euh, qui a déséquilibré. Et ensuite, il y a les routiers, il y a tout ce qu'on veut. L'Ebola, c'est le nom d'une petite rivière au nord du Zaïre qui simplement, on a bouleversé l'économie et l'environnement. Et tu as raison, c'est chaque fois qu'on fait des choses irréfléchies. On parle de l'Amazone parce qu'on voit que ça, mais c'est partout. Des élevages intensifs, l'agriculture intensive au profit de groupes, eh bien, je crois qu'il faut éclairer les gens. Il faut éclairer, tant pis. C'est pas la doxa ordinaire. On dit qu'il faut nourriture de masse. Je ne sais pas si avant, quand les gens se rencontraient pour se nourrir, c'était autour d'un repas. Ils étaient pauvres, c'était une soupe, on appelait la soupe du pauvre. Mais c'était entouré de l'hospitalité. Mais quand on va partager à toute allure pendant une demi-heure au Burger King, on ne fait pas un repas, on partage rien du tout, on bouffe. Et peut-être que cette éducation-là, il faut la conquérir, à mon avis. Hein, c'est une révolution tout douce, toute silencieuse, tout dans les écrits. Et c'est les doux qui vont l'imposer, je crois, les doux et les solidaires. Mais c'est sûr que si tu parlais de ces grandes entreprises, alors il ne s'agit pas non plus de démoniser totalement toutes les grandes entreprises, mais on voit bien avec Orpea, les gens qui travaillaient eux-mêmes étaient ulcérés des conditions. Mais c'était cette pression financière. On voit les élevages de porcs en Bretagne, par exemple. Il y a beaucoup d'éleveurs qui sont à la limite du suicide parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Mais c'est les grands groupes qui font qu'il y a les scandales des algues vertes, qu'il y a la maltraitance animale. Les paysans ou les gens qui travaillent dans les abattoirs, c'est aussi des victimes d'un certain point de vue sur le plan humain. Et tout ça, c'est finalement des gens très abstraits ou qui manipulent des dollars à distance ou des euros, qui décident de tout ça, du sort des personnes âgées, du sort des animaux, du sort des agriculteurs. Là, il y a un vrai déséquilibre. Alors, sans faire justement de la sentimentalité, mais parce que c'est une vraie nécessité et non pas un luxe, comment pragmatiquement progresser vers l'âge de la fraternité? Comment faire? J'ai vu une étude récemment qui a été faite sur 600 000 personnes et qui montre que pendant tout l'épisode du Covid, il y a quand même eu une augmentation du sentiment d'appartenance et de solidarité. Quand ils ont interviewé beaucoup de ces gens en analysant sémantiquement leur langage, ils employaient davantage le nous que le je que d'habitude. Donc, cet élément-là, il est présent, indiscutablement. On voit avec la solidarité de la Pologne qui a été très anti-migrant pour l'Ukraine. Alors évidemment, c'est très discriminatif, puisque comme tu dis, ils ne feraient pas ça pour des Syriens et ils n'en veulent pas. Mais néanmoins, c'est présent dans l'être humain. Donc, comment dépasser ces limites, cette division qu'on fait? Oui, ceux-là, mais pas les autres. En gros, j'ai vu une personne qui était une travailleuse sociale dans les bidonvilles au Brésil qui me disait l'altruisme, finalement, la solidarité, c'est de n'exclure personne de notre cœur. C'est On n'est joli. peut-être pas capable de se lever le matin en disant je vais tout faire pour changer l'humanité, mais au moins, on ne commence pas en excluant des groupes, telle personne, telle race, tel loin, en fonction de la distance, en fonction de statut social. N'exclure personne de notre cœur. C'est ça, finalement, l'amour inconditionnel. On ne peut pas immédiatement le traduire en acte et soi-même tout seul remédier à la misère du monde, mais déjà, si on n'exclut personne, et si on faisait davantage cela à un niveau plus global, ça serait une immense ouverture vers l'autre et vers la fraternité. Je crois ça tout à l'heure. Au début, comment faire? Tu sais, les grands groupes, comment ils ont traité les vieux. Et pourtant, leurs descendants payaient cher. Eh bien, moi qui suis un médecin réanimateur, un jour, ça m'est venu comme ça. Les nuits en réa,
C'est des nuits intenses, des nuits de feu, parce que tu veilles surtout sur les constantes. Et puis, tu as des jeunes types qui viennent pour te faire les gaz du sang, pour te mettre une perf, pour te brancher sur le cardioscope. D'accord. Et là, tu es un cow-boy, tu as une espèce de pouvoir. Et tu dis, grâce à moi, ce type va survivre. Jusqu'au jour, aux nuits particulièrement fatigantes, je me suis dit, mais n'oublie pas, un jour, ce sera toi qui seras dans ce lit-là, avec ces jeunes cow-boys qui sont autour de toi, qui n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que ta faim et ta souffrance. Un jour, ça sera toi. Et je crois qu'il faut réhabiliter notre notion de finitude. D'ailleurs, c'est normal de naître, de grandir, d'être comme une fleur, et après de diminuer et mourir. Il y avait le titre d'un roman policier que tu as dû rencontrer qui se disait « Les linceuls n'ont pas de poche ». Qu'est-ce qu'ils vont faire? Gagner ses sous pour quoi faire? Réhabiliter la mort. Réhabiliter la mort en disant ben, ça fait partie de notre vie, on se bat, et puis c'est bien, on aura notre temps et on transmet. La seule chose, on va se perpétuer dans notre dynastie, dans notre continuité. Et là, on se rend compte qu'on a tous le même statut, c'est qu'on va tous mourir. Et un médecin peut savoir ça, c'est de dire, allez, même si vous êtes agrégé de grammaire ou sorti de Polytechnique, quand vous avez une grande douleur, une crise de colique néphrétique, que vous arrivez, avec qui que vous soyez, avec votre seringue, et que vous faites partir cette douleur atroce, mais les gens, quel que soit leur grade, leur niveau, ils vous lècheraient la main de reconnaissance, tellement ils sont contents d'avoir cette douleur soulagée, cette douleur atroce qui est clouée par terre. C'est ça qu'il faut comprendre. On souffre pareil, on va mourir pareil. On est des semblables. Oui, on n'est pas des pareils, c'est vrai, mais la maladie nous rend pareils. Et ça, je crois qu'il faut l'inculquer aux gens. Ça ne saute pas aux yeux. Mais, et surtout maintenant, avec le virtuel, on s'en est encore plus loin les uns des autres. Si on se rappelle notre statut, notre souffrance, c'est toi qui le dis, tellement souffre. Souvent, quand je te lis des fois, et tu dis, c'est soulager la souffrance. Elle est physique, elle est psychique, elle est dans l'abandon, elle est sous toutes ses formes. Il n'y a aucune raison. Oui, on poursuit notre destin, on meurt plus ou moins selon notre karma, hein, si j'ose dire, mais la souffrance, si on peut l'éviter, on doit l'éviter. Et bien ça, on peut l'apprendre, je crois, on peut l'apprendre. Quand j'en parle, moi, quand je fais des topos, les jeunes le comprennent très très bien, très très bien. Mieux, ils s'en abreuvent et ils ont envie que quelqu'un leur dise ça. Donc, faut leur dire. Tout à fait, oui, oui. Juste un petit rebondissement sur ce que tu disais, les linceuls n'ont pas de poche. Moi, une fois, il y a une dame qui m'a dit à la fin d'une conférence, vous savez, on n'a jamais vu un coffre-fort sur un cercueil. Et alors, pour ce qui est justement de cette solidarité, c'est vrai qu'en Orient, là, moi, où j'ai vécu pendant presque un demi-siècle, les familles sont encore ensemble, c'est-à-dire les 3 générations. Donc, les enfants très jeunes, souvent les grands-parents sont tellement heureux, parce que ça leur fait beaucoup de bien. Moi, je vois ma mère qui a 98 ans, quand il y a une petite fille, un petit garçon qui arrive, elles font en sourire. Elle est tellement contente. Et puis les petits-enfants, ils sont contents d'avoir quelqu'un qui a du temps à leur consacrer. Et au Népal, on a un ami qui est travailleur social qui a eu l'idée de mettre ensemble dans des bâtiments en bambou des enfants des rues, orphelins, avec des personnes âgées laissées pour compte. Et ils sont tellement complémentaires, ils ont tellement besoin de l'un de l'autre et ça leur apporte tellement d'être ensemble. Donc c'est assez merveilleux. Et à propos justement d'éveiller ça chez les enfants ou chez les adultes, je rappelle une histoire qu'une de mes grand-mères m'avait racontée, que donc une famille, la personne âgée, la grand-mère, était devenue de plus en plus, perdait la raison, elle mangeait très salement, elle renversait son assiette de soupe sur la table. Donc, il lui avait cassé les assiettes, donc il lui avait confectionné une sorte d'écuelle en bois extrêmement rudimentaire, et puis elle l'avait mis dans un coin pour manger. En gros,
Bon, la grand-mère, elle est plus vivable, on la traite presque comme on traiterait nos vaches. Et un matin, les parents voient un petit enfant qui est en train d'assembler des morceaux de bois. Et les parents lui demandent, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je prépare déjà, quand vous serez vieux, je prépare l'écuelle que vous avez fait comme pour grand-mère. Et là, brusquement, ils se sont rendus compte que c'était pas très idéal de faire ce qu'ils faisaient. Et voilà. Je crois vraiment qu'il y a cette pédagogie à faire. Et il faut la faire. Et je disais pour les enfants, mais je pense que les ados ont besoin de ça, tu vois. À mon avis, on leur a pas, on n'a que des images belles d'hommes resplendissants. Les vieux, on les voit, c'est des vieux notables, barbe blanche. Et on laisse les images de la souffrance, des rides. C'est pas vendable. Mais je pense que chaque fois qu'on prend la parole, on pourrait leur dire le partage. On est, pour revenir à notre discussion du début, on est une société d'abondance. C'est très anormal qu'il y ait des gens qui ne mangent pas à leur faim. C'est très anormal parce qu'on peut redistribuer. Et comme on n'est que des commerçants, au début, les rebuts des grands magasins, on foutait de l'eau de Javel pour éviter que les Oui, gens... ou de la sueur, il paraît. C'est euh, incroyable. c'est dégoûtant. Dans- Par contre, j'étais aussi, il y avait les restos du cœur, c'était très sympa. Je pense qu'il y avait plein de bénévoles, même des vieilles personnes qui redistribuent. Elles comprenaient très bien. Elles qui avaient vécu les rationnements et tout ça, elles savaient de quoi il s'agissait. Par contre, là où j'étais pas d'accord, c'est de leur apporter dans la rue. Pourquoi? Parce qu'on ne les met pas sur place. C'est la partie symbolique où il faut aller avoir un vrai échange d'une générosité. Je reviens toujours au symbole, c'est ce qui nous manque le plus. De dire, par exemple, quand j'étais au SAMU social de Paris, j'avais tout ce qu'il fallait, comme pull, comme les vieux pulls dont on ne savait pas quoi faire. Mais les gens savaient que ça n'avait aucune valeur. Ils avaient besoin de sous-vêtements, de chaussettes. C'est ça qu'il fallait leur acheter. Mais des trucs dont on ne se sert plus, ça n'avait pas de valeur symbolique. Dans la solidarité, je crois que dans un échange, il faut que c'est un échange qui est aussi matériel, bien sûr, mais avec un sens. Donc, je viens vers toi et je viens volontairement vers toi parce que tu es de même rang que moi. Tu es de même rang et il n'y a aucune raison que tu sois laissé pour compte. Il fallait qu'il y ait cette compréhension. On est solidaire parce qu'on échange, parce qu'au même niveau, pas social évidemment, on n'est pas, mais au même niveau et la même importance dans la création, je crois. Notre humanité commune. Je crois que c'est un proverbe africain qui dit il ne faut pas que la main qui donne soit plus haute que celle qui reçoit. Ah, c'est beau ça. Oui, c'est important. Et tu étais venu d'ailleurs à Périgueux pour la Maison 24, qui est une organisation d'amis Okay. pour la sécurité alimentaire. Et effectivement, il y a très important d'aller porter avec, avec gentillesse, avec délicatesse, ceux qui n'osent pas venir prendre la nourriture dans les endroits de distribution, on leur apporte à domicile pour pas qu'ils se sentent humiliés. Et donc, ça, c'est vraiment très important que non seulement on pourrait être dans cette situation, mais que même si on ne l'est pas, on est effectivement notre humanité commune, que les différences sont superficielles et que ce qui compte, c'est notre humanité commune et prendre conscience de ça, de sorte qu'il n'y ait pas des clivages. Le Dalai Lama, souvent, quand il parle en conférence publique, il dit, voyez, je viens vers vous en tant qu'être humain qui rencontre d'autres êtres humains. Si je viens en tant que moine bouddhiste, ça fait déjà 1 degré de séparation. En tant que moine bouddhiste tibétain, 2 degrés de séparation. Entre Dalai Lama, 3 degrés de séparation. Oubliez tout ça. J'ai simplement des choses à partager, mon expérience de la vie, d'être humain à être humain. Et il est le même avec un chef d'État, moi je l'ai observé maintes fois, et avec la personne qui nettoie sur le palier de l'hôtel où il loge, la même attention, et ce n'est pas parce qu'il y a des caméramans qui sont là, il les voit comme un être humain, il ne fait aucune différence du fond du cœur, et ces gens sont tellement touchés que quelqu'un comme ça, il dit, le regard qui était droit dans mon cœur, parce que c'est un vrai regard sincère, et Et, ça fait toute la différence. et humble Et aussi. humble, absolument. Quand il est avec cette femme qui nettoie le couloir, il se baisse vers elle. Il lui prend la main, mais en se baissant presque plus bas qu'elle. Et c'est tellement beau de voir ça.
Et c'est sincère, c'est pas du tout quelque chose d'apprêté ou pour faire de l'esbrouf. Je suis d'accord avec toi. La solidarité, c'est dire nous sommes de même rang humain, pas de même rang social, évidemment. Mais c'est même pas un rang, c'est de reconnaître que on a toute cette même sensibilité d'échapper à la souffrance. Tout le monde aspire à un meilleur, un peu plus de bonheur, un peu plus de bien-être. Ce serait le droit le plus fondamental dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ou de l'être humain. Ce serait celui d'avoir le droit d'échapper à la souffrance inutile. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu sens pas qu'il y a maintenant un léger changement, une sorte de mouvement? Je le sens chez les gens et les jeunes que je rencontre. Il y a d'autres préoccupations. Il y a une quête de sens. Oui, ça c'est clair. Je le Et c'est sens. dans des endroits inattendus. Moi, j'ai un ami qui enseigne à la Harvard Business School. Alors là, il me dit, il y a 20 ans, c'était Wall Street direct, que ça. Il dit maintenant, les jeunes qui sont dans cette école, qui est pourtant une école de business, il dit il y en a 30 à 40 qui disent ben, moi, je mettrais mes connaissances au service de l'humanitaire, au service d'une cause sociale, au service de l'égalité des genres, au service contre le racisme, etc., etc. Il y a quand même Oui, ce sursaut qu'on doit non seulement reconnaître, mais traduire en action cette notion d'humanité commune. Le sens de responsabilité universelle qui est de la reconnaissance de l'interdépendance et de notre humanité commune. Et aussi de notre, je pourrais dire, notre sentience commune, le fait que nous sommes des êtres sensibles avec les autres espèces, ça commence. C'est peut-être un des derniers grands pas de notre éthique qu'on a un peu oublié de faire. On a l'abolition de la torture, reconnaissance des droits de l'homme et de la femme, de l'enfance, etc. Mais il y a encore ce fossé incroyable qui est lié à la différence d'espèces. Et pourtant, en gros, quand on te fiche un coup de couteau dans le ventre, tu parlais, quand tu as des coliques néphrétiques, tu sois prof d'université ou camionneur, c'est la même chose. Mais quand on te oui. fiche un coup de couteau dans le ventre, que tu sois prof d'université ou une chèvre, en gros, c'est pareil à ce niveau-là. Hein, la douleur d'avoir un coup de couteau dans le ventre. Donc ça, c'est quand même aussi une reconnaissance. Ça ne veut pas dire qu'on est tous, on n'est pas pareil. Il y a des grandes différences. Il y a des différences de traitement. Néanmoins, il y a une valeur. C'est un sujet de vie. Toutes les espèces vivantes sont des sujets de vie qui souhaitent rester en vie, qui doivent être respectés à ce titre. Ça ne veut pas dire qu'une mouche a plus de valeur qu'un être humain. C'est ridicule. C'est un faux procès. En tout cas, moi non, je crois que tu exprimes ce que je ressens profondément. C'est le grand mystère de la vie sur la Terre. Tout ce qui est vie sent quelque chose, je crois. Je ne sais pas si tout ce qui est vie dit moi je. Ça, je ne sais pas si un animal dit moi je, s'il se reconnaît en tant qu'individu. Mais la souffrance, oui, chaque être, chaque chose qui vit sur la Terre doit sentir la souffrance. Ça, j'en suis persuadé. C'est peut-être mon statut de médecin où j'ai toujours cherché, j'ai trouvé inutile. Euh, la souffrance, ça n'apporte rien. Le dolorisme des chrétiens du 19e siècle, disant j'offre ma souffrance pour, faire avancer mon âme, c'est une escroquerie. La souffrance ne donne rien, n'apporte rien. Il faut la supprimer si on peut et accompagner les séquelles, la souffrance affective, thymique, de tout ce qu'on veut. Ça, j'en suis. Alors, on ne peut pas parler au nom de sa profession, bien sûr, mais l'expérience m'a appris ça. La souffrance ne sert à rien. Il faut la supprimer, où qu'elle soit, si on peut. Alors, quand elle est là, on peut bien sûr l'utiliser de certaines façons pour une sorte de grandir, d'augmenter notre compassion, mais effectivement, en elle-même, est absolument Elle ne dit rien. 100% indésirable. Une fois qu'elle est là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est notre histoire. Hein. Et comment est-ce qu'on la vit? Est-ce qu'on s'effondre ou est-ce qu'on essaie de Ah, voir qu'il y a d'autres personnes qui souffrent, etc., etc. Mais en ça s'appelle elle-même, elle n'a aucune valeur. ça s'appelle l'initiation quand on arrive à surmonter. Ouais. Penser en tant que médecin, mais juste une anecdote. La petite jeune femme qui vient de faire ses courses, elle va au café, elle a mal à la tête, elle dit garçon, une aspirine. L'apaisement de la souffrance est tellement passé dans les mœurs
que le garçon de café est prescripteur d'un antalgique Mhm. maintenant. C'est- C'est-à-dire que on la combat sous toutes ses formes, mais depuis toujours maintenant. Et c'est vrai qu'on ne peut pas trop l'affronter, puis c'est une autre histoire, ça. Mon cher Xavier, est-ce que tu souhaites faire un mot de conclusion à cet entretien que j'ai tellement de joie à faire avec toi? Moi aussi. Je pense, si tu me le permets, j'ai j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour toi. Quand tu fais éclore la discussion, je pense que tu es un maître de vie et malgré toute l'expérience qu'on peut avoir là-haut, on se sent rasséréné de la paix que tu peux amener. Et je te remercie de m'avoir choisi pour cette discussion. Voilà ce que C'est je peux. moi qui c'est moi qui te remercie, Xavier. À mon tour, je ne pensais pas qu'on allait terminer comme ça, mais bon. Bon, Mais tu c'est es une des personnes qui, à chaque fois que je pense à toi, c'est avec joie à me dire, voilà, un bon être humain, une bonne personne, un être plein de compassion et de sagesse. Et c'est un tel, le stress d'évoquer ton visage et tout ce que tu as fait dans ta vie pour les autres avec tant d'humilité. À chaque fois, c'est un encouragement, c'est une joie, il y a de l'espoir, la- la- l'humanité a de l'espoir. Ça rejoint ce que tu disais. Finalement, la plupart des gens ne sont pas méchants. Il y en a beaucoup, il y en a qui sont très, très, très méchants. Mais la banalité du bien, c'est que la majorité du temps, la majorité des 7 milliards d'êtres humains se comportent de façon décente les uns envers les autres. Simplement, ça ne se voit pas parce que ça ne fait pas de bruit, ça ne fait pas de bombe, ça n'explose pas, il n'y a pas du sang qui coule. Mais malgré tout, c'est davantage le dénominateur commun que de faire du tort aux autres. Et c'est ça un peu l'espoir, c'est de faire fleurir ce potentiel que l'on a en nous. Et je te remercie du fond du cœur d'avoir consacré ta vie non seulement à le dire, mais à le faire. Merci, Mathieu. À Merci. bientôt. À bientôt. La hausse des inégalités n'est pas le fruit du hasard, mais de décisions politiques délibérées. Une violence économique s'opère lorsque des choix de politique structurelle sont faits pour des personnes les plus riches et les plus puissantes. Ces choix nous affectent tous et toutes, en particulier les personnes les plus pauvres, les femmes et les groupes racisés. Les inégalités contribuent à la mort d'au moins une personne toutes les 4 secondes. Mais nous pouvons repenser nos économies de façon radicale afin de faire de l'égalité notre priorité. Nous pouvons nous attaquer à la concentration extrême des richesses grâce à une fiscalité progressive, investir dans des mesures publiques, luttant contre les inégalités et repenser la distribution du pouvoir dans l'économie et la société. Il y a aussi de nombreuses pistes d'action individuelles. Consommer de manière éthique et locale, choisir une banque engagée ou simplement tendre la main aux personnes les plus pauvres. Si nous agissons avec courage et que nous écoutons les mouvements appelant au changement, nous pourrons construire une économie dans laquelle personne ne vit dans la pauvreté alors même qu'une autre personne peut amasser des milliards. Une économie dans laquelle les inégalités ne tuent plus.